l'actualité présentée par Yves Mourouzi. 10h33 ce matin, dans la cabine de la caravelle Ajaccio-Nice, le commandant Salomon lance un message « J'ai le feu à bord ». 12 minutes après, l'avion devait atterrir sur l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur. Comment et pourquoi un incendie s'est-il déclaré à bord? Que s'est-il passé après le message envoyé par le commandant? L'avion a-t-il explosé en vol ou en touchant l'eau? 3 questions qui sont encore sans réponse. La catastrophe a fait 95 victimes. Sur l'aéroport de Campo del Oro, c'est un promeneur qui, par hasard, le 11 septembre 1968, prend cette dernière photo de la caravelle Air France immatriculée F, BOHB. Quelques instants plus tard, elle décolle en direction de Nice, mais en phase d'atterrissage, le pilote évoque un incendie. L'avion est en difficulté. Il signale à la tour de contrôle l'imminence d'un crash. Ce sont ses derniers mots avant que l'appareil ne disparaisse des écrans radars à 10h34. Quand les secours arrivent en pleine mer au large du cap d'Antibes, c'est un moment d'horreur. Dans une odeur de kérosène, 89 passagers et 6 membres d'équipage ont perdu la vie. Seuls quelques corps et quelques effets personnels sont repêchés. Les morceaux de la caravelle disloqués ont coulé. Quelques jours plus tard, à Nice, la cérémonie des obsèques dévoile la douleur des familles, mais aussi celle de toute une population. C'est une foule dense et muette qui, en fin de matinée, se pressait aux abords du centre de protection civile de Nice, où avait lieu la levée des corps. Encore sous le terrible choc, à ce moment-là, personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé. Mais très vite, à Nice, tandis qu'on apprend que le moteur droit de l'appareil a été changé 3 jours seulement avant la catastrophe, l'hypothèse d'un feu sur le chauffe-eau de l'avion est privilégiée. Une enquête est ouverte. Et pendant les 4 ans où elle va durer, d'autres caravelles vont s'écraser en faisant des centaines de victimes, souvent pour des raisons inexpliquées. Il y aura le crash d'Air Algérie en 69 qui fera 33 morts à cause d'un feu dans le système électrique. Feu encore dans un chauffe-eau à Orly en 71, dans une caravelle en révision. Pour l'Ajaccio-Nice, un juge d'instruction a rendu un non-lieu et le rapport final officiel va conclure à un incendie d'origine inconnue. Cette hypothèse paraît tout à fait crédible à l'homme que nous avons retrouvé, Pierre Guimard, 87 ans, dernier contrôleur à avoir écouté le pilote à la radio. Selon lui, l'équipage n'a pas parlé d'explosion, de choc ou de moteur en feu. Est-ce qu'il a prononcé le terme de moteur? Est-ce qu'il a parlé des moteurs ou pas? Non, j'ai un début d'incendie à bord. J'ai un début d'incendie à bord. Et ensuite, qu'a-t-il dit? Alors, il commençait bien sûr à perdre de l'altitude, je suppose, puisque c'était dans la procédure. Et ben, nous écoutions, hein, mon collègue Carrière n'a rien ajouté, c'était pas la peine, sauf qu'il a dit bien reçu, c'est normal. Est-ce que le pilote avait l'air de paniquer ou pas? Pas du tout. Toujours avec ce calme imperturbable, il a dit « Je ne pense pas pouvoir atterrir, je vais faire un crash ». Selon les journalistes de Paris Match, pourtant, l'équipage avait vraiment l'air d'être angoissé. Un avion Breguet qui volait au-dessus de la Méditerranée à ce moment-là a même capté une conversation radio disant « Nom de Dieu, le feu gagne, on n'arrivera jamais à Nice ». Ces phrases et d'autres ne sont pas dans le rapport officiel. Quelques jours après le crash, le doute s'installe parmi la population sur l'origine de l'incendie. Certains ont parlé d'attentat car on a curieusement retrouvé des impacts de balles d'un pistolet dans les parois des toilettes. Une autre rumeur se répand, celle d'une erreur de trajectoire d'un missile militaire attiré par la source de chaleur d'un des réacteurs.
Cette rumeur devient tenace lorsqu'on apprend que le 11 septembre, au moment du crash, des exercices aériens se déroulaient en Méditerranée, surveillés par la base radar du Montagel au-dessus de Monaco. Une équipe de télévision se trouvait là, et par hasard, le preneur de son enregistre une conversation dans la salle. Quand il vient développer cet enregistrement dans les locaux de France 3 Antibes, un collègue technicien est témoin d'une scène surprenante en écoutant la bande son. Au milieu des ambiances, j'ai entendu elle nous a échappé, on l'a perdu. Donc on s'est posé des questions. Et pendant qu'on a discuté, quelques instants après, il y a 2 personnes se présentant des renseignements généraux qui sont venues et qui ont demandé la bande, ils ont saisi la bande et ils sont partis avec. Une bande sonore qui aurait été saisie et qui n'a jamais figuré dans les rapports officiels de l'époque. Pour Mathieu et Louis Paoli, qui ont perdu leur père et leur mère dans la catastrophe, c'est la première des zones d'ombre d'une enquête qu'ils jugent gravement incomplète. Ils croient à l'hypothèse de l'erreur du missile, surtout après avoir retrouvé une lettre écrite par un membre de la commission d'enquête. Jean Dupont, pilote inspecteur à Air France, n'a pas compris pourquoi le film des enregistrements radars de la Caravelle lui avait été caché, puis donné avec 5 mois de retard. Et surtout, l'hypothèse du missile qu'il a étudiée parmi d'autres dans son enquête a été modifiée sans son accord. Voici précisément ce qu'il a écrit. Beaucoup plus grave, le chapitre concernant l'hypothèse de la collision avec un missile avait été complètement modifié. Dans son courrier qu'il a envoyé à l'époque, il disait, c'était en 70, il disait bien, mais il craignait pour sa vie. Il disait bien, mais si jamais il y avait un problème quelconque de maladie, d'accident ou quoi que ce soit, il faudrait rechercher les responsables parmi les autorités militaires et responsables de l'État. Ce membre de la commission d'enquête se sentait menacé ? Ah, il se sentait menacé, exactement. Il n'est rien arrivé à Jean Dupont qui est décédé de mort naturelle. Mais dans sa lettre, il insistait pour vérifier les déclarations de l'armée qui affirment n'avoir jamais effectué de tir ce jour-là. Déclaration surprenante, car l'équipe de l'ORTF était justement au Montagel le 11 septembre pour assister à des exercices d'interception aérienne, mais il est vrai avec des avions non armés. Et puis contrairement aux déclarations officielles, des tirs de missiles Titan air-sol étaient prévus au large du Var. Il suffit de retrouver les archives du journal local, le Provençal, dans lequel la préfecture avertit la population des dangers potentiels. Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 septembre, les mises à feu sont bien prévues. Curieusement, cette preuve n'apparaît pas dans l'enquête ni dans l'instruction. Des prévisions de tir confirmées par Jean-Philippe qui se souvient qu'enfant, en 68, il vivait à Porquerolles. Il avait l'habitude de jouer dans un blocos, mais ce matin-là, les gendarmes ne veulent pas qu'il y accède avec ses copains. Les gendarmes nous ont interdit d'aller jusqu'au blocos en nous expliquant qu'ils faisaient des expériences secrètes et qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Nous, on savait très bien ce que ça voulait dire, c'est-à-dire à chaque fois, les techniciens du centre du Levant venaient installer un gros appareil sur le toit du blocos et suivaient les missiles avec cet appareil. Donc on s'est dit qu'il y avait un tir de missile et on est allé jouer un petit peu plus loin au sémaphore. Le 11 septembre 1968, Ange était avec son père sur un bateau près du cap d'Antibes. Il n'a pas vu de missile, ni le crash, mais la FBOHB lui est passée au-dessus de la tête. Il nous passe à la verticale, dans une ligne de vol normale, hors trajectoire qui semblait bizarre pour l'époque, vu qu'aucun avion ne passait là. Et on aperçoit très nettement un trou entre les 2 réacteurs, au niveau de la sortie des réacteurs, mais dans la carlingue. Ce trou ne passait pas à travers, puisque c'était tout noir, vous voyez. Il y avait de la fumée ? Il y avait une fumée assez... pas très dense, mais une fumée noire qui sortait, oui. Mais l'avion volait sur une ligne de vol normale, donc il était parfaitement à plat, mais très bas. Ange n'a pas entendu d'explosion, à l'inverse d'Étienne, qui était sur un quai de Golfe-Juan ce matin-là. À la hauteur de la pointe de Saint-Honorat. Il affirme avoir vu la Caravelle et une étrange lueur. Une lueur bleue qui venait de derrière la Caravelle est venue la frapper sur son réacteur du côté gauche. Après ça, une énorme explosion qui a coupé la Caravelle en 2.
Des journalistes, à l'époque, rapportent le récit de 3 témoins qui auraient vu eux aussi des boules de feu s'enfoncer dans la mer. Ces témoignages n'apparaissent pas dans le rapport final. Quant à Étienne, il n'a jamais été entendu par un juge d'instruction. Il a fait ses déclarations il y a quelques temps seulement. Auparavant, il gardait le silence et il avoue aujourd'hui, quand il revient sur les lieux, ressentir une forme de culpabilité. Ça me fait quelque chose parce que avoir vu 95 et plus personnes mourir comme ça me fait déjà mal au ventre. Et en plus de ça, je l'ai gardé sur le cœur pendant 40 ans et plus. Alors, on vous sent ému, Étienne, quand vous oui, parlez de ça. Bien sûr. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant alors? Non, je vous l'ai dit parce qu'on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas parler. Mais pourquoi? Parce que je risquais d'avoir un coup dur et j'ai une famille. Vous aviez peur d'être abattu par quelqu'un? J'avais peur. Étienne a donc eu peur de parler et il n'est pas le seul. À l'époque, en 68, la voix de l'État, de l'armée toute puissante ne peuvent pas être remises en cause. Il y a d'ailleurs un ministre de l'information qui contrôle ce que disent les journalistes et qui contrôle le journal officiel où sera publié le rapport. Cette crainte de dire ce qu'il prétend savoir, Michel Lati l'a aussi ressenti. Et c'est seulement en 2011 qu'il explique pour la première fois avoir retranscrit un rapport militaire confidentiel quand il était dans la marine, en poste dans le département du Var. J'ai eu donc à rédiger, parce que j'étais secrétaire donc, du commandant Birban, au EM Organisation donc. Et j'ai eu à rédiger, parce qu'à l'époque, pour diffuser, on tapait sur les Ronéo, vous savez, les gestionnaires. Donc, j'ai eu à rédiger le rapport de la commission d'enquête sur cet accident d'avion. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un exercice, et il y avait un avion cible qui devait passer. L'exercice consistait à lui tirer dessus avec un missile SAM, sol-air-mer, qui n'était pas armé. C'est-à-dire c'était uniquement pour tirer, quoi. Et puis la caravelle s'est présentée, et c'est la caravelle qui a été prise pour cible, quoi. En fait, c'est une erreur de cible. Michel Lati vient de rédiger officiellement une déposition pour qu'elle puisse éventuellement servir à la justice. Autre témoignage, il concerne la boîte noire de la caravelle. Cette boîte a été retrouvée en mars 71 par plus de 2000 mètres de fond. Et si cet instrument que l'on appelle la boîte noire n'est pas détérioré après avoir séjourné 2 ans et demi dans l'eau de mer, il pourra fournir de précieux éléments à la commission d'enquête chargée de déterminer les causes de cette catastrophe. Mais au final, le rapport dira que les enregistrements sont en partie inexploitables. Et le rapport rappelle que de toute façon, les paramètres ne pouvaient pas déterminer la cause de l'incendie. Mais aujourd'hui, voilà qu'un homme qui vit à l'étranger explique avoir bien connu celui qui aurait analysé les bandes à l'époque à Marignane. Avant sa mort, cet ami qui s'appelait Jean-Pierre lui aurait fait une confidence. Une confidence parce que je ne pense pas qu'il aurait raconté... C'était quelqu'un d'assez réservé, Jean-Pierre. Qu'il aurait raconté à n'importe qui des choses comme ça. Alors, quelle était cette confidence exactement à propos des boîtes noires de la caravelle Ajaccio? Qu'elles avaient bien été récupérées, elles ont bien été retrouvées, elles ont été analysées, contrairement à ce qu'a dit la presse. Hein. Il m'a bien dit ça, contrairement à ce qui a été dit. Et il y a bien eu perforation venant de l'extérieur. Par un missile, il emploie le terme ou pas? Non. Non. Il m'a dit on pourrait supposer que c'est un missile. Personne n'est en mesure de nous dire aujourd'hui où se trouve cette boîte noire. Pas plus d'ailleurs que les 8 tonnes de débris de l'appareil remontées au cours des campagnes de repêchage. Cet article de François en 1971 montre que des morceaux de l'épave ont été entreposés à Toulouse, dans un hangar de l'aérospatiale. Nous avons contacté Airbus EADS à Toulouse, mais aussi le BEA, le Bureau d'enquête accident à Paris. Personne ne sait où sont passés les débris. Ils ont peut-être été détruits ou perdus. Max Clanet est l'un des auteurs du livre Secret d'État qui accrédite la thèse du missile. Il affirme que d'autres débris ont été repêchés et ont été remis à la marine à Toulon. On a retrouvé effectivement des documents incontestables
en 1971, à la dernière opération de ramassage des débris, donc un certain nombre d'éléments remontés de la mer ont été en cachette le soir remis à la marine à l'arsenal de Toulon. Donc on a un témoin qui confirme, mais surtout on a des documents incontestables qui prouvent, je dis bien qui prouvent, qu'une certaine partie des éléments, notamment du réacteur, ont été effectivement remis à la marine en avril 1971. Très curieusement, alors que la Caravelle était un avion civil et appartenait à Air France, la compagnie ne souhaite pas répondre à nos questions et par mail vient de nous renvoyer vers le ministère de la Défense. Et le même ministère depuis des années refuse systématiquement de nous rencontrer, donc il est impossible pour nous dans cette enquête de vous donner la version militaire des faits. Mutisme total autour du vol Ajaccio-Nice. Chaque année, pour le 11 septembre, à Nice et Ajaccio, des messes du souvenir rendent hommage aux 95 disparus. Pour les amis ou les familles des victimes, la douleur est là, présente, intacte. Dans l'air, rien ne bouge. Marie-Claude Conny a perdu son père dans la Caravelle, le général Conny, ancien grand résistant survivant des camps de concentration. Avant de devenir une figure emblématique de l'armée, en 2011, sa fille n'a rien oublié. Rien. Rien. Et après une cérémonie comme celle-ci, je dois dire que on a forcément la gorge serrée, on est forcément tellement proche de ceux qui sont plus là, quelle que soit la foi que l'on peut avoir dans leur vie ailleurs et dans leur existence ailleurs. Ouais, il y a encore beaucoup d'émotions, donc 43 ans après. Oui. Voilà, des choses qui ne peuvent pas s'effacer. Et le drame pour les proches des victimes, c'est qu'il n'y a pas de tombe réelle à fleurir, puisque presque tous les corps sont au fond de la mer. Alors, à Ajaccio et Nice, il y a des stèles du souvenir, un symbole, du métal qui plonge dans la mer. Et Viviane, cette année encore, est venue écouter les noms du frère et de la sœur qu'elle a perdus. Busutil Pierre, Camille Roland, Camille Denise. 22, 20 ans. Ils sont partis, ils ne restaient plus après que moi et ma sœur qui était plus jeune et qui a beaucoup souffert de ce coup. Voilà. Donc on a été une famille décimée quand même suite à cet accident, cette catastrophe. Et maintenant je veux savoir tout, je veux savoir la vérité. J'explose, je veux la savoir, je veux la connaître. Sortir du doute. Y a-t-il eu oui ou non un missile tiré par erreur ou s'agit-il effectivement d'un incendie accidentel? Les familles lancent aujourd'hui un appel à tous ceux qui pourraient donner le moindre indice. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, qui, avant de partir, souhaitent soulager leur conscience. Et je leur demande vraiment de le faire. Et ça, c'est pour le bien, pas seulement des 95 personnes, mais c'est pour le bien de la nature humaine, tout simplement. Je les invite vraiment à contacter, en fait, soit mes oncles, soit des gens de l'association des victimes, pour vraiment donner des indications qui pourraient faire lumière sur toute cette affaire malheureuse. Mais voilà, effectivement, comme l'ont déjà dit mes oncles bien souvent, on ne demande rien, on veut juste savoir la vérité pour que tout cela cesse, pour qu'on soit enfin apaisé. La volonté de lever le doute est aussi affichée depuis quelque temps chez certains hommes politiques, comme par exemple ceux qui sont venus à Nice à la dernière cérémonie commémorative. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus un problème de tabou et que notre pays a ce devoir. On le fait aujourd'hui pour le drame qu'il y a eu entre Rio de Janeiro et la France il y a un peu plus d'un an de cela. Je crois que notre devoir est de le faire, y compris lorsque nous remontons à 40 ans en arrière. J'ai suivi l'instruction et quelque part, c'est vrai, je suis à peu près persuadé maintenant que c'est un missile qui a atteint cet avion. De l'île du Levant, peut-être,
Du plateau d'Albion, on oublie le plateau d'Albion. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Plusieurs éléments. D'abord, le mutisme de l'armée. La quête obstinée de vérité des familles des victimes, dont plusieurs dizaines se sont regroupées en une En Corse, l'Assemblée territoriale se mobilise, avec notamment cette année une question nette et concrète qui pourrait peut-être lever le doute, s'il y a encore des restes de la Caravelle au large d'Antibes. Il existe pourtant un moyen simple et fiable de savoir avec certitude si la thèse du missile est fondée ou pas. Il suffirait de localiser les débris de l'épave et de vérifier s'ils présentent un point d'impact. Monsieur le Président de l'Exécutif, êtes-vous prêt à demander à l'État d'engager sans délai et en dehors de toute procédure judiciaire les opérations de localisation et de repêchage des débris de la Caravelle Ajaccio-Nice? Je suis tout à fait d'accord pour prendre la tâche du Premier ministre, lui demander qu'il saisisse les autorités compétentes pour localiser les pages et engager toutes les opérations de récupération des débris, comme on l'a fait récemment à partir du 1er juin 2009 pour le fameux vol Rio-Paris, avec succès. D'ailleurs, on a quand même réussi à retrouver beaucoup de choses. Et pour qu'il ordonne, bien entendu, que l'on déclassifie tous les documents qui pourraient être utiles à la manifestation de la vérité et qui seraient requis par la justice. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Justice, a répondu que pour l'instant, il n'a pas l'intention d'effectuer des recherches sous-marines. Pour protester, l'Assemblée de Corse devrait bientôt voter une motion et encourager une souscription afin de recueillir des fonds privés. L'opération pourrait coûter très cher, autour d'1 million d'euros. C'est ce que confirme Michel Tomré, un spécialiste de la géologie marine. Selon lui, même après 43 ans, la rouille n'a pas pu endommager les pièces de l'appareil. Et la technique qu'il emploie pour visualiser le fond de l'eau lui permet d'être très précis, comme par exemple lorsqu'il a découvert une autre épave d'avion en Méditerranée. À l'image d'une échographie qu'un médecin peut faire, nous, on va faire une échographie du fond marin. Et là, vous pouvez trouver des débris de métaux, des morceaux, en fait, des débris. Tout à fait. On peut repérer et la position relative d'un débris par rapport à l'autre. On peut cartographier ce champ de débris et on peut... si la résolution de nos appareils a été choisie judicieusement, voire même des détails que la photographie ne pourra pas atteindre. Le gouvernement fait valoir que seule une décision de justice pourrait peut-être déclencher des recherches. Or justement, depuis plusieurs années, l'association des familles des victimes essaye de faire rouvrir l'enquête avec plusieurs démarches et notamment une plainte pour homicide involontaire avec citation à comparaître du ministre de la Défense. Selon le procureur de la République de Nice, toutes ces actions juridiques vont se heurter à une constante en matière de droit, la prescription. 3 ans après le non-lieu rendu par le juge en 1973, toute action publique est devenue impossible. C'est comme ça, c'est la loi. Une des premières choses qu'on médite, c'était qu'on avait opposé le secret défense. Or, quand j'ouvre le dossier, je vois qu'on n'a jamais opposé le secret défense au juge. Alors, que dois-je en conclure ? Je comprends qu'on ait envie de rouvrir ce dossier. Je comprends qu'on ait envie d'y voir plus clair. Mais il ne fallait pas laisser le temps passer ainsi. Vous savez, c'est difficile d'obtenir la vérité dans ce genre d'événement, aussitôt après les faits. Mais vous vous rendez compte, 1968 ? Ça fait plus de 40 ans que les faits se sont produits. Alors il y a tous ceux qui se réveillent à l'article de la mort ou pas, ou supposé ou pas. Oui, je regarde avec intérêt, mais je ne vois pas de moyen juridique de réouvrir cette procédure. Je vous promets que je l'aurai fait. Ne serait-ce que pour apaiser les uns et les autres. Mathieu et Louis Paoli, effectivement, ne vivent toujours pas dans la sérénité. Et ils ne peuvent pas admettre que le temps, finalement, ait eu raison d'une recherche de vérité. Lorsqu'il y a eu 95 victimes, qu'on a un dossier en béton, on ne devrait pas parler de prescription. Pour nous, c'est lamentable. On devrait revoir le code pénal
n'est-ce pas? Parce qu'on a un dossier en béton d'épreuve et on devrait rouvrir ce dossier. La vérité, une vérité, je ne vois pas ce que le temps pourrait venir faire pour rechercher une vérité. Ça fait 43 ans que nous cherchons cette vérité. 43 ans. Ça fait 43 ans que nous sommes dans le deuil, mais ça fait 43 ans que nous cherchons cette vérité, mais nous allons la trouver. Et justement, une information France 3 de dernière minute. Les avocats de l'association des familles des victimes viennent de déposer une nouvelle plainte car ils estiment que l'enquête peut être relancée. Selon eux, si une bande sonore a été saisie en 68 dans les locaux de France 3 et si un secrétaire a tapé un rapport confidentiel, il a donc manqué des éléments au dossier et cela remet en cause la prescription. Si les enquêteurs ou le juge d'instruction à l'époque avaient pu avoir connaissance du contenu de ces bandes, peut-être que l'enquête n'aurait pas abouti à un non-lieu. Quoi qu'il en soit, on peut considérer que c'est un élément déterminant du dossier qui a été soustrait. Et par conséquent, il y a une infraction qui est apparue donc très récemment, qui est la soustraction de preuves. Et le fait qu'on ait fait obstacle à la manifestation de la vérité dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de déposer plainte entre les mains du parquet de nouveau pour soustraction et recel d'objets pouvant concourir à la manifestation de la vérité. Le procureur devra donc étudier ce nouvel argument juridique et se prononcer sur une éventuelle réouverture de l'enquête. En attendant, les frères Paoli sont retournés il y a quelques jours devant le caveau familial, un caveau vide. S'ils ont un doute sur les causes du décès de leurs parents, Louis veut dire qu'il a une certitude pour son futur. Moi, pour ma part, mes cendres reposeront à l'endroit où ils dorment, dans la Méditerranée, où se trouve la Caravelle.